Bonsoir à tous, bonsoir professeur Heikel, bonsoir docteur Pomperski. Merci de participer à notre Facebook Live sur le thème érosion, abrasion, quelles solutions de traitement et de prévention. Alors professeur Heikel, vous êtes professeur d'université à la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg, praticien hospitalier, et vous êtes chef de service d'odontologie restauratrice endodontie des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Docteur Marin Pomperski, vous êtes chirurgien dentiste, vous exercez en pratique libérale à Paris. Vous êtes membre de la Bioteam Paris et attaché d'enseignement à Paris Descartes. Alors, nous avons souhaité faire le point avec vous ce soir, puisqu'il semble que ces questions d'érosion et d'abrasion sont assez régulièrement présentes dans les médias grand public. Donc, nos patients se posent et nous posent des questions. L'industrie propose des solutions de traitement et des solutions de prévention. Et donc, fort logiquement, nos consoeurs et nos confrères sont confrontés à ces questions que nous allons vous soumettre ce soir. Et pour commencer, sans plus tarder, je pense qu'il faut sans doute se poser la question de définir l'érosion et l'abrasion. Quels sont les facteurs qui sont à l'origine de ces lésions? Et surtout, est-il vrai qu'on les rencontre plus fréquemment depuis quelques années? Et si oui, pourquoi? Professeur Heikel, si vous voulez nous éclairer, nous vous écoutons. Merci Marc, merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver avec Marin pour vous faire cette présentation. Nous allons être certainement complémentaires. Soyez indulgents s'il y a des redondances parce qu'on est éloigné au point de vue distance. Mais dans tous les cas, j'ai une présentation qui sera plus, j'allais dire, académique. Et celle de Marin sera complémentaire, elle sera plus didactique, plus clinique. Alors d'abord, je voudrais remercier mon équipe qui m'ont fourni une partie du matériel iconographique, mais surtout mon équipe qui s'intéresse aux usures dentaires depuis de nombreuses années, à savoir René Serfati, qui a géré le DU d'esthétique du sourire à Strasbourg pendant plus de 16 ans, avant de passer la main à Olivier Etienne, et puis mes collègues du service, à savoir le docteur François Reitzer et le professeur Marilyn Minou. Ceci dit, les usures dentaires ont toujours existé. Si on parle chez l'homme préhistorique, il y avait des usures dentaires. Tout le monde les connaît. On a parlé des dents outils, outils comme la couturière qui coupe sans fil et qui utilise ses dents, ça donne des usures. Il y a différents types d'usures, mais l'usure que tout le monde connaît dans son cabinet, qui a toujours existé, est en rapport, là, par exemple, avec le bruxisme, c'est non, mais je ne veux. Oui. Oui. Oui, je prends le temps de faire une introduction avant de passer mes diaporamas. Donc, concernant les usures, il y a trois types d'usures principales. Celles que vous connaissez, à savoir l'attrition quand on a affaire à un bruxoman où on a une perte de DVO, donc ça vous parle. Et on a l'abrasion, vous la connaissez, c'est les lésions cervicales au niveau de la jonction sémanto-dentinaire qui sont liées à l'action de la brosse. Tout ceci, tout le monde le connaît. Par contre, l'usure des temps modernes, c'est l'érosion. C'est sur celle-ci que je vais insister, sur son diagnostic, ce qui est très important. Ensuite, son traitement le moins invasif possible. Alors, si on parle de la première usure dentaire, c'est l'usure par frottement avec un corps extérieur à la dent. En général, c'est la brosse à dents qui peut impliquer un médium interposé. Ce médium interposé, en général, c'est le dentifrice et c'est sa composante abrasif. Ces lésions dentaires au niveau de la jonction amélo-sémentaire, on les appelait pendant longtemps les mylolyses. On les appelle également les lésions cervicales d'usure. On les appelle également les lésions cervicales non carieuses. Alors, c'est facile à diagnostiquer, c'est souvent associé à des problèmes de récession gingivale et souvent un côté est plus touché de l'autre. Ainsi, vous pouvez savoir si votre patient
est droitier ou gaucher. Et puis nous avons ces érosions, les érosions dentaires, qui sont donc des altérations, des destructions de la surface de l'émail par des acides non issus de la plaque bactérienne. Elles ont plusieurs origines, je vais y revenir tout à l'heure, une origine alimentaire ou environnementale, gastrique, et ces érosions sont typiques. On les retrouve, vous avez, comme ici sur la diapositive, vous pouvez voir au niveau des faces palatines des concavités avec des bords nets, avec un émail translucide. Ces destructions sont plutôt larges que profondes, mais elles peuvent également apparaître au niveau des cuspides sous forme de puits. Et puis, on a une modification de la couleur. La teinte est plus foncée parce que on est proche ou dans la dentine, mais également parce que il y a de la sclérose dentinaire qui peut s'installer. Et donc, ça touche donc les dents soit au niveau palatin, souvent le bloc antérieur. À ce moment-là, on va penser à une origine gastrique. Et ça peut toucher les faces vestibulaires dans une moindre mesure. Et en général, c'est en rapport avec l'alimentation ou les médicaments, etc. Chose qu'on va voir par la suite. Et on a cette usure par attrition où il y a les contacts dentaires. Dans l'érosion, j'ai oublié de vous en parler, il n'y a pas de rapport entre les dents antagonistes. Il n'y a pas de contact au niveau de ces érosions. Par contre, au niveau de l'attrition, comme ici vous le voyez sur les deux centrales, il y a vraiment un contact avec les dents mandibulaires. Et donc, c'est le frottement des dents les unes contre les autres. Alors, quand on voit ces classifications, attrition, abrasion et érosion, c'est une façon un peu académique de les présenter. Mais en général, si on regarde de plus près, on peut avoir des situations complexes où il y a de l'attrition, de l'érosion. Et donc, on peut avoir des situations où on trouve plusieurs choses. Et on va y revenir aussi tout à l'heure. Alors, je voudrais aborder un petit peu des choses qui ne sont pas toujours traitées dans la littérature. C'est les prédispositions. Alors, ces prédispositions à l'érosion ou à l'abrasion peuvent être liées d'abord à la structure de la dent. Comme vous le savez, la dent, c'est, comme vous voyez à droite, je n'ai pas de flèche, donc je vous indique, à droite, on a une coupe, vous voyez l'émail, vous voyez le sément et vous voyez cette jonction émail-sément qui recouvre la dentine. Cette jonction, quand elle est très favorable, comme en haut à gauche, vous voyez le sément qui vient recouvrir l'émail. Ça, c'est la meilleure situation. Et vous savez que ce sément, il est rattaché par des fibres de Charpey, donc c'est au niveau du ligament alvéolo-dentaire. Mais cette limite n'est pas toujours aussi nette comme vous le voyez en bas à gauche. Cette limite n'est pas une ligne droite, c'est pas toujours net, et on voit une structure pommelée. Et dès qu'il y a une récession gingivale ou une carie débutante infraclinique, il va y avoir une destruction de ce sément. Destruction de ce sément pommelé que vous voyez en haut à gauche, il est en présence de bactéries. Et ces bactéries peuvent être infiltrées au niveau du sément. C'est ce qu'on appelle la carie du sément. Mais la carie du sément clinique, vous le voyez. Mais quand on a ces lésions d'abrasion au niveau cervical, il y a une fragilité au niveau de cette jonction. Oui, il y a les bactéries qui participent, mais qui participent surtout dans les stades initiaux. Une fois qu'il y a une destruction de ces structures calcifiées, la brosse à dents prend le relais. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu particulier et qui est nouveau dans mon exposé. Et donc, si vous regardez une abrasion qui peut être en forme cunéiforme ou en encoche, et si on fait des photos en balayage sans nettoyer, vous voyez que les canalicules dentinaires on a l'impression qu'ils sont en diamètre réduit, qu'il y a des bactéries,
Et si on va un peu plus loin et on regarde, vous regardez ces coupes, vous voyez en haut à gauche les canalicule dentinaires qui aboutissent à la surface et il y a une sclérose canaliculaire. On les voit en coupe transversale. Ce n'est pas partout, mais ce qui est important de voir, c'est que dans ces canalicules, elles sont remplies de bactéries. Je vous le montre à plus fort grossissement et vous voyez qu'il peut y avoir une sclérose et il peut y avoir des bactéries. Ces bactéries vont avoir un rôle à jouer qui n'apparaît pas cliniquement et qui facilitent ou qui fragilisent, qui élargissent les canalicules et qui participent à la destruction de ces structures dentaires. Alors ça, c'était le premier point, la prédisposition en quelque part par la structure de la dent elle-même. Mais un deuxième point qui est essentiel pour moi, c'est la salive. La salive joue un rôle très important. Vous le savez très bien, quand vous avez la dent, elle baigne dans la salive, une dent qui sort de la salive, une dent expulsée, vous savez qu'elle contient entre 3 et 4% d'eau, elle va se dessécher, se disséquer, elle va changer de teinte parce que c'est à cause de l'eau, grâce à l'eau, qu'on a cette diffraction de réfraction de la lumière, et la dent devient cassante. Cette eau joue un rôle essentiel. Elle occupe les espaces intercristallins. Elle permet les échanges entre la salive et la dent. Ces échanges sont de nature ionique. Ce sont des éléments, donc c'est physico-chimique. Il y a des échanges dans un sens ou un autre en fonction des équilibres. C'est comme ça, quand vous amenez du fluor, vous reminéralisez. Il n'y a pas de fluor, c'est le fluor qui quitte les structures calcifiées, particulièrement l'émail, et le calcium et le phosphate de la même façon. Ça se dissout, ça libère le calcium et le phosphate. Donc, il y a des échanges ioniques qui sont essentiels. Et donc, la salive joue un rôle de dilution et d'évacuation des sucres, mais aussi des acides, en l'occurrence dans ce cas précis d'érosion. Ça neutralise et ça tamponne les acides de la plaque. Ça apporte les ions, comme je vous l'ai dit, pour la reminéralisation, mais il y a également des facteurs antimicrobiens, antifongiques et des facteurs immunologiques. Alors, on va passer rapidement sur la salive. Dans la salive, nous avons des facteurs protecteurs tels que le calcium, les phosphates, la pellicule exogène acquise, donc ces protéines qui se déposent sur l'émail, qui protègent la dent. Si elles sont plus là, ces protéines, l'émail devient vulnérable ou la jonction. On a un tamponnement des acides par les bicarbonates, le flux salivaire joue un rôle important et le contenu en fluor. Ce qui est important aujourd'hui, c'est cette salive, on la connaît mais pas suffisamment. La salive totale contient énormément des protéines non immunoglobulines qui jouent un rôle important, la lysozyme, lactoferrine, etc., et des immunoglobulines qui ont des propriétés qui ont des propriétés importantes à ce niveau-là, sur la protection immunitaire. Le problème qu'on a, c'est que la plupart des médicaments qui sont sur le marché ont une incidence sur la sécrétion salivaire. Vous prenez n'importe quelle famille de médicaments, les analgésiques, les antiacnéniques, les antidiarrhétiques, antispasmodiques, antidépresseurs, antihistaminiques, antidiarrhétiques, etc., les psychothérapeutiques, la plupart des familles réduisent la sécrétion salivaire. Alors, quand on dit que un problème de fonctionnement de la salive vient du vieillissement, c'est dans une moindre mesure. C'est parce qu'il y a un vieillissement qu'on consomme plus de médicaments. Donc, la prévention passe aussi par la recherche des médicaments qui ne sont pas cialoprives. Et les principales causes d'hypofonctionnement de ces glandes salivaires, ce sont les médicaments, les drogues, les irradiations, on le sait, les maladies systémiques. Parmi ces maladies systémiques, nous avons le diabète, et puis on a les gens qui jeûnent, la déshydratation, donc tout ce qui est désordre psychique, dépression, anorexie. Est-ce que c'est lié au désordre psychique et à la dépression ou aux antidépresseurs? C'est une question qu'on peut se poser. Aux jeûnes fréquents, et bien sûr dans des situations physiologiques telles que la ménopause, les lithiases salivaires dans une moindre mesure, et aussi
la baisse de l'activité de mastication. On mange de moins en moins dur et on mâche de moins en moins. Pour stimuler la sécrétion salivaire, il faut mâcher. Il faut mâcher et c'est pour ça, parmi les mesures de traitement, il y a stimuler la salive par la sécrétion des pâtes à mâcher, les chewing-gums. Alors, j'arrive aux usures dentaires et particulièrement aux érosions. Ça passe d'abord par une anamnèse médicale. On voudrait savoir s'il y a des reflux gastro-œsophagiens ou des régurgitations acides, s'il y a des troubles de comportement alimentaire qui sont souvent liés, qui peuvent provoquer des vomissements à répétition, aux pathologies qui entraînent une hypocyalie, comme je viens de vous le dire, aux médications cialoprives ou acides. Et puis, on s'intéresse particulièrement aux habitudes alimentaires. On sait aujourd'hui qu'il y a des boissons acides telles que les boissons énergisantes, les sodas, les agrumes, le vin, le citron, les confiseries, certains médicaments, bien sûr, quand on croque de la vitamine C ou que c'est effervescent, c'est pareil, ça diminue le pH, c'est acide. Et donc, il y a un questionnaire alimentaire à mettre en place. Dans certains cas, il faut le faire sur 3 ou 4 jours. Et puis, on arrive à l'hygiène bucco-dentaire, qui est indispensable. Donc là, c'est le problème de la technique du brossage, du type de la brosse, de la pression qu'on va appliquer sur les dents, etc. Et puis du médium, à savoir le dentifrice. Quel type de dentifrice? Est-ce qu'il contient des abrasifs? Lesquels? Et en quelle quantité? Et puis, il faut savoir, les activités professionnelles, ça peut être une voie d'apport des acides par le vin, ou les gens qui travaillent peuvent avoir des vapeurs, par exemple la fabrication des piles. Et puis, bien sûr, en tant que clinicien, nous pouvons détecter des parafonctions. Et puis, rechercher éventuellement la respiration buccale. C'est un ensemble de questions qui nous permettent de nous orienter dans notre diagnostic. Diagnostic, c'est quel type d'érosion? En général, la forme d'usure. On l'a vu tout à l'heure, pour l'érosion, ce sont des concavités très lisses, avec un émail bien distinct, translucide en périphérie. J'allais dire, c'est la préparation naturelle par excellence pour un collage, sans rien y toucher, de façon non invasive. Et puis, vous avez la teinte, cette teinte qui peut être jaune ou autre. La localisation de ces érosions, elles peuvent être postérieures, vestibulaires. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Si elles sont antérieures du côté palatin, on pense à un problème de vomissement, à une érosion. Mais heureusement, on peut parler de tribo-érosion. Pourquoi? Parce que il y a des frottements par les muqueuses, mais également par les aliments. Donc, c'est pas si simple que ça. Et puis, il y a les lésions isolées ou par arcade. Là, par exemple, si c'est d'un seul côté, on peut savoir de quel côté le patient il dort, parce que c'est des régurgitations acides qui touchent qu'un seul côté. Donc, on cherche si elles sont symétriques ou asymétriques. On cherche s'il y a des présences de douleur, parce qu'on a une exposition de la dentine. Et puis, on regarde s'il y a des problèmes d'ATM, des problèmes de dimension verticale d'occlusion et des récessions parodontales associées. Alors, nos objectifs thérapeutiques sont identifier, contrôler les facteurs étiologiques, c'est le plus important, réduire ou arrêter la progression de ces lésions, restaurer les pertes de substance, l'esthétique et la fonction et la dimension verticale d'occlusion. Ceci peut se faire de façon avec un gradient progressif non invasif et puis intercepter surtout l'évolution des lésions. Et on va voir que pour intercepter l'évolution des lésions, il faut faire comme un dermato. Il y a quelque chose qui apparaît, il faut pouvoir le photographier, le garder en mémoire et pouvoir comparer à 6 mois, à 1 an ou à 2 ans si ça s'étend, ça progresse ou pas. Donc, c'est très important, les empreintes et les photographies.
Savoir temporiser, oui. Dans la présence des usures, on temporise avec des composites en technique directe ou indirecte, et souvent en technique directe. On peut gérer les dysfonctions des ATM et les sensibilités dentinaires. Alors, les traitements étiologiques, comme je vous l'ai dit, concernant les facteurs intrinsèques, à savoir la boulimie, anorexie, là, il faut faire des gouttières d'abord, thermoformées pour protéger les dents, et il faut faire appel à un psychiatre, un psychologue. Pour les régurgitations acides, donc œsophagiennes, on s'adresse au médecin généraliste. Pour la partie facteurs alimentaires, il faudrait une alimentation équilibrée, ça veut tout dire et rien. Le but, c'est de diminuer les acides. Et le plus important, c'est comme pour la carie dentaire, c'est réduire la fréquence de consommation des acides. Il faut réduire cette fréquence. Quand le pH chute, c'est pas la quantité de l'acide qui est importante. À partir du moment où le pH est à 5 ou 5,2, il y a une dissolution de l'apatite, des apatites. Donc, c'est la fréquence qui est importante. Il faut réduire. Limiter le contact avec les boissons, les sodas, avec les solutions, enfin avec ces boissons énergisantes. Donc, utiliser une paille, par exemple, associer des aliments protecteurs, à savoir ces aliments protecteurs, c'est tout ce qui est à base de laitage, où il y a un apport de calcium. Pour les facteurs d'abrasion ou de biocorrosion, c'est le brossage. On va y revenir tout à l'heure. Et éviter de le faire tout de suite après un repas, parce qu'on a des acides au niveau de la bouche, au niveau de la cavité buccale, qui accélèrent cette érosion. Il faut prescrire des dentifrices concentrés en fluor pour reminéraliser, moins abrasifs, reminéralisants. Donc, sur le marché actuellement, nous avons des produits qui reminéralisent la dent. On parle de régénération. C'est un mot qui n'est sur le plan histologique qui n'est pas adéquat parce qu'on ne peut jamais régénérer l'émail parce qu'il n'y a plus de cellules amyloblastiques, mais on peut favoriser j'allais dire, de création de points de reminéralisation, du nucléus de reminéralisation. Et puis, il faut avoir une brosse à dents adaptée, sur laquelle j'y reviendrai à la fin de mon exposé. Le traitement de l'hypocyalie est très difficile par les substituts salivaires éventuellement. C'est pas toujours très efficace, mais les stimulants salivaires peuvent nous rendre un grand service, à savoir, par exemple, les chewing-gums. Et puis, il faut changer la médication qui est cialoprive. Alors, classification, je veux en aborder deux parce qu'elles ont un intérêt. La BV, c'est Basic Erosive Tooth Wear Examination, de 0 à 3. Donc, ce qui est intéressant, c'est la façon de commencer à comptabiliser, à savoir qu'il faudrait qu'on score par sextant, on prend la valeur de la dent la plus élevée et ça sera la valeur du sextant et on les additionne. Donc, si on a 3, ça veut dire par sextant, ça veut dire que la valeur la plus élevée du BV est de 3 fois 6, ça fait 18. Et donc, l'intérêt de cette classification, c'est de nous dire inférieur ou égal à 2, il y a un suivi sur 3 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Sur un score de 3 à 8, il faut de l'hygiène bucco-dentaire, une enquête alimentaire, des conseils, un examen clinique à 2 ans. Entre 9 et 13, il faut augmenter la résistance des surfaces dentaires par la fluoration et par l'apport de calcium et de phosphate. Et l'examen se fait à 6 à 12 mois. Et prendre des moulages et des photos. Et après 14, c'est-à-dire entre 14 et 18, et ben là, il faut mettre en place des restaurations. Et l'examen se fait également à des intervalles beaucoup plus courts. Alors, pour la restauration des abrasions, c'est les composites, donc en utilisation directe, et cette étude systématique,
cette étude systématique qui porte sur un nombre d'études très important, nous montre pour les lésions cervicales non carieuses que le composite où il y a le moins d'échecs, c'est les CVI et les SAM2. Alors pour la deuxième classification, tout le monde la connaît, je pense, sinon on en a entendu parler, c'est celle de Vailati. C'est une classification en 6 classes en fonction de 4 paramètres, à savoir l'atteinte de la face palatine, l'exposition donc de la dentine au niveau palatin, l'exposition donc du bord triturant qui diminue, qui n'est pas touché, qui diminue, qui est égal ou inférieur à 2 mm, supérieur à 2 mm. Et on a la face vestibulaire qui peut être également touchée dans la classe 5 et 6. Et on a le quatrième, donc ces 4 paramètres sont importants. En fonction de ces 4 paramètres, on ne s'intéresse qu'aux 4 dents antérieures pour pouvoir prendre une décision de restauration. Alors, si on regarde les traitements en fonction de la classe, dans la classe 1, donc on a une exposition très réduite de l'émail au niveau palatin. Donc, il y a à surveiller ou à mettre des composites en direct. Et puis, on a la classe 2 où on a une atteinte plus importante qui concerne le bord triturant et la face palatine où il y a donc, on commence à mettre du composite. Mais à partir de la classe 3, ce sont des facettes palatines en céramique et on restaure le bord triturant. Et dans les phases les plus avancées, où il y a une atteinte de la face vestibulaire, nous avons des techniques en sandwich, à savoir une facette palatine et une facette vestibulaire. Mais le stade 5 et 6, il n'y a pas assez de recul clinique. Alors, je vais vous montrer quelques cas cliniques complexes. Un patient de 45 ans qui était suivi pour un cancer de l'intestin. Donc, il y a eu de la chimio et il consomme et une consommation excessive de boissons acides. Et si on regarde, on a des érosions vestibulaires en concavité. Ça montre une cause donc alimentaire. Et puis, si on regarde au niveau palatin, donc on a des facettes. Donc là, sur mon diaporama, j'ai du mal à voir les faces palatines des incisives. Donc on a ces facettes, c'est pas des facettes, c'est des concavités d'érosion qui sont expliquées par l'acide d'origine donc intrinsèque. Donc c'est complexe. Donc vous voyez qu'il y a des étiologies extrinsèques et intrinsèques, plus la partie tribologie qui est liée au contact avec les muqueuses et avec les aliments. Et donc là, c'est ce patient, on voit que les puits sont touchés, que la disparition donc de l'anatomie des faces occlusales progressivement jusqu'à disparaître au niveau des prémolaires. Donc là, on a une vue en face vestibulaire, on a l'impression d'avoir réalisé des préparations pour des facettes. C'est pour ça que le traitement, en l'occurrence ici, vous voyez une radiographie pour voir l'état avec une dent qui est nécrosée, la 22, et certaines dents très abîmées. C'est un patient qui est, j'allais dire, sans emploi, sans domicile fixe, et donc la prise en charge a été réduite uniquement à l'utilisation des composites en indirect, faite par le docteur François Reitzer. Comme vous voyez ici, le nombre de pièces qui ont été collées. Et vous voyez ici à la radiographie la mise en place de toutes ces facettes, parce que pour traiter le bloc antérieur, il faut augmenter la DVO, qui était réduite, et on arrive au patient avant le traitement et après le traitement,
et on lui a rendu le sourire et surtout confiance en lui, ce qui lui a permis de retrouver un emploi et de se sentir beaucoup mieux. Donc, notre approche, elle peut se situer à différents niveaux. Et puis là, on a un patient, donc il y a une erreur, c'est pas le docteur François qui a réalisé, c'est le docteur Marilyn Minou, un patient où il y a une demande esthétique. Demande esthétique, on voit ici l'émail par transparence, c'est dû à un problème d'attrition. C'est un patient qui est en classe 3 squelettique et donc pour résoudre le problème au niveau, donc vous voyez ici l'usure avec les dents antagonistes au niveau des deux centrales. Pour résoudre ce problème ici, vous voyez ici le masque pour résoudre le problème esthétique, sauf qu'il faut de la place. Et en l'occurrence ici, il y a un traitement d'ortho pour permettre l'ingression de ces dents antérieures pour gagner de la place, pour pouvoir restaurer et rendre l'esthétique. Ici, vous voyez donc juste avec le masque le changement en termes de la ligne du sourire. Et puis, j'ai un autre cas du docteur René Serfati où on a une inversion par rapport à la ligne du sourire, par rapport à la lèvre inférieure. Et ici, je vous montre juste la situation donc en contact et en protrusion. Et ce qui est intéressant ici de voir, c'est avec le masque en place, mais le masque a été mis en place après ici une élongation coronaire des dents antérieures. Donc vous voyez, on peut ingresser les dents ou on peut faire de l'élongation pour restaurer dans les cas complexes. Et vous voyez le résultat uniquement avec le masque en place, comment retrouver la ligne du sourire. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'origine de ces usures, elle est multifactorielle. Comme on a vu, c'est l'alimentation, c'est les médicaments, c'est l'intrinsèque, et se rajoute à cela la parafonction, l'hypocyalie, le brossage, les techniques, les forces d'appui. C'est un ensemble de choses qui peuvent se conjuguer. Alors, pour éliminer ces bactéries, on fait appel à la brosse à dents. Vous savez que c'est le biofilm qu'on doit essayer d'éliminer. Ce biofilm complexe qui adhère fortement aux cristaux d'apatite de l'émail ou à toute surface, comme vous le voyez en diapositive en haut à droite, on fait appel à des brosses à dents. Alors, vous avez la brosse à dents manuelle en haut à gauche, vue en microscope électronique à balayage, et vous avez la brosse à dents ancestrale qui a plus de 15 siècles. C'est le miswak. Vous voyez que ça se ressemble. Et si on regarde le miswak, c'est quoi? C'est une brosse, c'est un bâtonnet qui va être effiloché et qui va servir de brosse. Et quand il est abîmé, on coupe et on continue. Qu'est-ce qu'il y a dans cette brosse artificielle, naturelle? Eh ben, il y a des cristaux d'apatite, donc l'abrasif, et il y a des antiseptiques. Donc, vous voyez, c'est 3 en 1. Alors, ces brosses à dents, comme ici, vous le voyez sur cette route romaine qui relie Metz à Strasbourg, les traces laissées par les roues pendant des années, c'est de l'usure parce qu'il y a de la boue, peut-être parce qu'il y a des pluies acides, mais c'est le fait de passer toujours par le même endroit. Et ça, c'est le problème de la brosse à dents. La brosse à dents, je voudrais vous en parler d'une particulièrement, qui est la Sonicare, donc la Sonicare de Philips. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous voyez qu'elle est différente, qu'elle a une grande amplitude, qu'elle a un mouvement, elle est sonore, elle est sonique. Et cette brosse à dents, et tout de suite, je vous rassure, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Si on regarde les travaux faits sur cette brosse, comparativement à l'Oral-B qui est actuellement la référence, qui est une rotatif, oscillo-rotatif, et à la manuelle, c'est cette brosse à dents qui use le moins les structures dentaires, dans une proportion
pratiquement de 50% de moins d'usure. Si je vais plus loin et je regarde cette brosse dans une étude qui a porté sur des personnes, sur 45 personnes qui ont des sensibilités dentinaires, on prend cette brosse et on la compare à une brosse manuelle. Au bout de 4 semaines ou de 8 semaines, on voit que la sensibilité diminue parce que cette brosse n'agresse pas les structures dentaires. Et ça, c'est par stimulation, par évaporation, donc par un spray, et c'est par score visuel analogique. Pour la stimulation par contact, on a les mêmes résultats sur 4 et 8 semaines. Alors cette brosse, on n'en parle pas dans une étude qui date de 2009, qui est une étude Cochrane, où on montre que la brosse à dents, alors ça porte sur 3855 participations, 42 essais, c'est une méta-analyse. On ne parle que de la brosse oscillo-rotative d'Oral-B, en disant qu'elle est supérieure à toutes les autres et supérieure particulièrement au brossage manuel. Oui, c'est vrai, c'était le cas, bien que les études n'étaient pas toutes, mais actuellement, nous avons de nouvelles études qui nous montrent que l'utilisation comparativement, si on compare la Sonicare à la brosse à dents manuelle sur 1870 personnes, on voit elle est plus efficace que la brosse à dents manuelle. Une diminution de plus de 20% de plaques qui est enlevée par rapport à la manuelle et 10% de moins de gingivite. Si on va un peu plus loin et on prend une étude qui compare cette fois-ci la Sonicare avec l'Oral-B qui est la brosse à dents de référence et sur 284 adultes, et c'est une étude randomisée simple aveugle en groupe parallèle sur 2 à 6 semaines, qu'est-ce qu'on voit? On réalise que sur 2 semaines, donc en termes d'élimination de la plaque, c'est l'indice de plaque, il y a le rapport de 2 entre la Philips et l'Oral-B. C'est-à-dire que l'élimination de la plaque, elle est plus efficace avec la Sonicare sur 2 et sur 6 semaines dans un rapport de 2. Si on regarde ce qui se passe au niveau de l'inflammation gingivale, on a pratiquement les mêmes résultats. C'est normal, c'est le corollaire de moins de plaques. À 2 semaines et à 6 semaines, on a moins d'inflammation. Et si on va un peu plus loin, on regarde l'indice de saignement gingival. On a moins de saignement avec la Sonicare qu'avec l'Oral-B à 2 semaines et à 6 semaines. Voilà. Donc, j'espère, j'ai essayé d'aller vite parce que le temps nous est compté. Ce que je voulais, c'est que il y ait un diagnostic. C'est la chose la plus importante. Diagnostic pour pouvoir réduire l'étiologie, pour pouvoir faire de la prévention. Quand il faut intervenir, quand vraiment c'est nécessaire, nous avons à notre disposition des composites en direct, on a des composites en indirect, et ensuite, quand on a des cas complexes, qu'il y a un problème esthétique, qu'il y a un problème de DVO, qu'il y a également un coût qui est pas négligeable, à ce moment-là, on aborde des travaux beaucoup plus complexes et qui nécessitent une formation parce que ce n'est pas simple. C'est pour ça qu'il y a des DU d'esthétique un peu à Strasbourg et ailleurs qui permettent aux gens d'être formés à ces techniques de collage. Donc, encore un point auquel je n'ai pas répondu à Marc. Pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup plus de ces usures dentaires, surtout des érosions? Premièrement, parce qu'il y en a de plus en plus, parce que on consomme beaucoup de boissons acides et érosifs, mais aussi parce qu'on maîtrise les techniques de collage et parce que donc on les enseigne et nos praticiens sont beaucoup plus conscients, sont motivés, sont initiés, ils vont essayer de trouver des solutions. Voilà, je vais passer la parole à Marin, sauf si Marc voulait intervenir avant.
Merci Youssef, merci professeur Hakel. Non, non, juste pour vous remercier pour cet exposé très complet. Il y a déjà quelques questions qui sont arrivées, mais je pense qu'on va écouter l'intervention du docteur Pomperski et vous débattrez des questions ensuite tous les deux, si vous le voulez bien. Docteur Pomperski, c'est à vous. Entendu. Oui, merci beaucoup pour cette organisation malgré le confinement. Alors on est à distance, mais on a pu se voir avant par vidéo et on est heureux d'être là ce soir pour parler de ces érosions et de ces usures. Je ne sais pas si si la présentation est visible, elle semble affichée maintenant. Donc comme le disait le professeur Heikel juste avant, c'est quelque chose qu'on rencontre vraiment beaucoup dans notre pratique aujourd'hui. Pourtant, quand on regarde les données épidémiologiques qui sont disponibles, déjà on n'en a pas beaucoup. Et il y a une hétérogénéité des résultats qui est monumentale. Il y a des études qui nous disent que l'érosion, c'est 4% de nos patients et d'autres études qui vont jusqu'à 80% de la population. Et en réalité, on sait que la prévalence de ces lésions érosives est en train d'augmenter et tout simplement, ça va dépendre de la population que vous observez. Et on sait que chez la population plutôt jeune, les jeunes adultes aujourd'hui, on va retrouver vraiment dans cette tranche de la population le plus grand nombre des situations d'érosion. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit le professeur Egal juste avant, nos modes d'alimentation ont changé, on mange beaucoup plus acide. Alors certes, on a éliminé un petit peu cette alimentation sucrée pour la remplacer par une alimentation plus souple, plus molle et surtout pleine de vinaigrette, de soda, de choses qui sont malheureusement acides et qui vont avoir des répercussions sur nos dents. Les quatre formes d'usure ont été très bien définies juste avant. Je ne vais pas faire une redite là-dessus. On trouve l'attrition, l'abrasion, l'érosion et l'abstraction qui est discutée. Il y a même certains auteurs qui considèrent que ça n'existe pas. Mais bon, peu importe. En tout cas, pour d'autres, ça peut exister. Ce qui est important pour le clinicien, c'est d'arriver à faire le bon diagnostic parce qu'on ne va pas traiter notre patient de la même manière. Et en fonction de ce qu'on observe, simplement, on va pouvoir avoir un diagnostic qui va être différencié. L'attrition, tout d'abord, on va observer des facettes vraiment d'abrasion, d'abrasion, mais par l'antagoniste. Donc des facettes lisses avec des contours nets. Ce qui peut aussi être on va dire, vraiment spécifique de l'attrition, c'est que quand les faces occlusales se rencontrent, on retrouve vraiment l'empreinte de l'antagoniste dans la dent adjacente. L'abrasion, phénomène complètement différent, avec cette brosse à dents traumatique notamment, c'est un corps étranger qui vient user la dent. Là, on va retrouver des anatomies un petit peu concaves dans la région cervicale le plus souvent. Ça peut être un petit peu plus bas également, comme chez ce patient où on a vraiment l'empreinte de la brosse à dents au niveau des dents. Et ici, c'est un patient droitier, la situation assez classique où c'est la main droite qui vient donc brosser le côté gauche préférentiellement parce que le geste est plus facile et avec un brossage un petit peu traumatique. Et ici, on voit bien que vous voyez, ces lésions, elles vont au-delà de la jonction amélo-sémentaire avec des dégâts un petit peu sur la gencive et des récessions qui vont être associées. C'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les formes d'érosion. Dans l'érosion, on va retrouver cette anatomie en cupule qu'on a pu voir précédemment, qui concerne plutôt les faces occlusales, mais on en retrouve aussi sur les faces vestibulaires. Ça peut être de petites cupules, mais ça peut venir vraiment augmenter. Ça peut concerner les faces occlusales, comme on l'a vu sur les molaires, ou les faces vestibulaires également. Les faces palatines, dans les situations effectivement où l'acide vient de l'intérieur par des régurgitations, des vomissements, et ça va concerner l'ensemble des faces des dents et en fonction de la localisation, on va pouvoir affiner le diagnostic. Une autre chose aussi assez importante dans ces lésions d'érosion, c'est qu'il n'y a pas de rapport avec l'antagoniste. Vous voyez ici, ce patient est en occlusion, est totalement en occlusion. Pourtant, on a des dents qui sont très usées. On voit même cette première prémolaire ici avec le bleuté de l'émail, de cette fine couche d'émail qui persiste.
On sait bien que si cette usure, si l'usure dont le patient est victime ici était mécanique par attrition, cette petite fine coque d'émail ne serait plus existante. C'est la même situation ici chez ce patient où une coiffe a été positionnée sur la 46 et les usures ont poursuivi leur évolution sur les prémolaires en avant. C'est uniquement la coiffe métallique qui maintient la dimension verticale. Donc pas de rapport avec l'antagoniste dans les situations d'érosion. Enfin, autre chose qui peut nous guider dans le diagnostic différentiel, c'est la présence de restaurations qui, elles, ne vont pas subir la même cinétique d'usure par érosion, c'est-à-dire que l'attaque acide sur les dents va être plus rapide que sur les restaurations. On peut voir des amalgames, par exemple, comme ça, en surcontour occlusal, puisque l'amalgame, lui, n'est pas victime, en tout cas pas aussi rapidement, de l'érosion. Et enfin, dans les situations les plus sévères, où on peut se demander si, mince, est-ce que c'est de l'attrition ou est-ce que parfois on peut avoir des choses combinées, hein, comme ça a été dit tout à l'heure. Ce qui peut nous guider, c'est ici, on le voit très nettement, c'est une usure qui est sévère. On voit la dentine, on devine la pulpe arriver en dessous, mais on devine toujours ce fin bandeau d'émail cervical. Et en fait, ce bandeau d'émail cervical persiste. Pourquoi? Parce que le fluide gingival qui arrive dans le sulcus permet de maintenir et de tamponner un petit peu cette zone, et on préserve encore cette ceinture d'émail, et l'acidité n'est pas la même dans cette région, ce qu'on ne retrouve pas dans les autres formes d'usure. Les étiologies, on en a parlé tout à l'heure, l'alimentation, certaines habitudes de vie, certains sports et certains modes de vie qui sont associés au sport, les boissons énergisantes, ce genre de choses. L'hygiène orale a un rôle également, et les médications, certaines médications qui rendent la salive un petit peu plus acide. On distingue ces étiologies des étiologies qui sont plus intrinsèques, qui dépendent pas des facteurs externes, mais qui viennent du patient lui-même, avec le reflux gastro-œsophagien et également les troubles du comportement alimentaire, avec nombre de maladies qui sont en lien également avec l'aspect psychologique du patient, mais qui ont pour conséquence une augmentation de l'acidité en bouche. Quand on trouve face à ces lésions en bouche, il est parfois difficile d'établir un petit peu l'anamnèse et de revenir sur le patient avec l'ensemble des facteurs qui pourraient conduire à ces lésions. Et j'ai sur mon ordinateur, juste à côté de moi, en consultation, ce questionnaire qui est tout bête, mais qui me permet de guider un petit peu ma consultation lorsque je vois vraiment beaucoup de lésions d'usure, où je me pose la question même d'où ça peut venir. Et ben je pose tout simplement ces petites questions aux patients dans cet ordre-là. Consommez-vous des agrumes? Et effectivement, on se rend compte que certains patients se brossent les dents avec du citron, ou ils vont à pleines dents, et quand c'est répété à haute fréquence et tous les jours, ben, ça a ses conséquences d'usure par érosion. Quelle boisson consommez-vous? On a effectivement des apports acides par des boissons. Il y a des gens qui ne boivent pas d'eau et qui boivent uniquement des sodas à longueur de journée. Ça a des conséquences aussi. Les régimes alimentaires particuliers, c'est vrai que certains régimes, alors c'est difficile de demander au patient on va pas lui demander de ne plus être vegan par exemple, mais simplement de faire attention à l'assaisonnement, aux mises en place de vinaigrettes, et à tamponner un petit peu les apports acides par un apport d'eau qui vient tamponner un petit peu l'acidité en bouche. Les reflux gastro-œsophagiens et les pathologies gastriques, c'est difficile pour nous de les maîtriser, mais il faut en parler avec le patient. Il n'en est pas toujours conscient, et parfois il est nécessaire de l'adresser vers un gastro-entérologue qui pourra réaliser même une fibroscopie parfois, et on peut découvrir des situations où le patient souffre d'une pathologie gastrique qui peut expliquer des lésions qu'on voit apparaître en bouche. Les médicaments, on en a parlé, pas mal de drogues aussi, qui ont pour conséquence d'acidifier le milieu buccal, et le métier aussi avec certaines activités qui exposent le patient à ces attaques acides.
Les classifications, on les a vues tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur cette classification Biwi qui fait vraiment référence et qui est assez simple à utiliser, mais qui nous permet voilà d'adapter notre conduite puisque elle se présente sous forme de score, comme l'a présenté le professeur Heikel tout à l'heure, et surtout on a le traitement qui doit être associé en fonction du score. Et je ne vais pas revenir dans le détail sur chacune des préconisations en fonction du score, mais ce que je peux, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est que systématiquement, quelle que soit la situation, qu'elle soit légère ou qu'elle soit grave, il va falloir mettre en place une maintenance, c'est-à-dire une surveillance et vérifier l'évolution de ces lésions. Et de la même manière, si vous regardez voilà ce qui est souligné ici en médium, avoid placement of restoration and monitor, ça veut dire éviter de mettre en place des restaurations. Donc le traitement doit être avant tout préventif. Le but n'est pas de systématiquement, dès qu'on voit une lésion ou qu'on détecte une lésion érosive, de sauter sur la turbine et de mettre en place un acte sur la dent, mais ça va plus être la surveillance, le monitoring, et en fonction de ce qu'on voit, de l'évolution de l'âge du patient, à ce moment-là, on va pouvoir mettre en place une stratégie qui va être plutôt restauratrice sur les dents qui sont concernées. La prise en charge, donc c'est ce que je vous disais, la première chose à faire, c'est le traitement étiologique. On a une cause à la maladie, on va tenter de lever la cause, et c'est pour ça que l'anamnèse et ce questionnaire spécifique est important. Il va falloir creuser un petit peu pour lever l'étiologie de ces récessions, de ces érosions, pardon. Je parle de récession parce que je fais l'analogie un petit peu avec la parodontie où on va monitorer, on va suivre l'évolution de la maladie parodontale en fonction des années. Et ben ça va être exactement la même chose pour l'érosion. On va suivre l'évolution de ces lésions sur les années. Je trouve que le meilleur outil pour ça, ça reste la photographie, parce que c'est vrai que sur papier, il est difficile parfois de noter la profondeur de la cupule, la largeur de la lésion, etc. Et le suivi photographique est vraiment rendu très simple. De la même manière, prendre des empreintes, les stocker, les surveiller, ça devient compliqué. Alors, on peut se poser de la question des empreintes numériques aujourd'hui, mais franchement, la photographie, c'est tellement évident pour suivre ces lésions que c'est ce qui me semble le plus facile. Les restaurations adhésives en composite, elles viennent maintenant à partir du moment où on a vraiment une lésion, une symptomatologie associée et que on a levé l'étiologie et qu'on a commencé à monitorer un petit peu les choses. Je vous propose d'avancer à travers quelques situations cliniques. La première, c'est une situation qui est, on va dire, superficielle à modérée, où ici, on a une patiente qui associe, alors il n'y a pas que de l'érosion, dans l'anamnèse, on a discuté avec elle, effectivement, il y a eu des apports de citron, elle y allait à pleines dents pour se brosser les dents, et c'est combiné, on le voit, avec un brossage un petit peu traumatique sur les faces vestibulaires des dents, qui ont abrasé plutôt le secteur 2 ici, puisque la patiente est droitière. On met tout ça en corrélation avec l'âge aussi, 61 ans. C'est trop avancé comme usure, c'est certain, et il y a une conséquence esthétique en plus. Donc, on va avoir pour objectif de restaurer l'esthétique, même si c'est pas la demande de la patiente ici qui découvre peu, et surtout de protéger cette dentine qui est exposée et qui se dégrade beaucoup plus vite avec les années. Et pour ça, quoi de plus simple que les restaurations adhésives en composite en une séance. On peut simplement faire un petit protocole à main levée où on vient redonner l'esthétique à ses dents et où on vient protéger cette dentine. Si elle doit corriger son geste, bien sûr, elle doit corriger son geste et elle doit modifier son brossage, il faut qu'on l'accompagne là-dedans. Mais maintenant, si jamais elle devait encore frotter un petit peu trop fort, ce serait le composite qu'elle abîmerait. Je préfère que ce soit le composite plutôt que la cinétique se poursuive sur sa dentine. Ici, on est 2 ans après. C'est pas une situation où esthétiquement on sait faire mieux esthétiquement avec des céramiques par exemple, mais ici il n'y a aucune raison d'aller plus loin. Je veux dire, esthétiquement c'est largement acceptable, la patiente est satisfaite et on joue notre rôle de prévention. Dans une deuxième situation clinique, ici le patient, alors on voit une petite cupule sur cette cuspide médiale de 6.
Et on voit aussi surtout une perte de l'anatomie en vestibulaire. Et en fait, c'est ça qui pose problème à ce patient qui est assez jeune, 29 ans. Et en fait, on se demande presque, mais quoi faire ici? Et c'est simplement que le patient souffre puisque la dentine est exposée en vestibulaire et on va simplement apposer un petit composite. Donc on met en place le champ opératoire, on table la surface et on déroule un protocole adhésif. Dans ces situations en postérieur où avec le temps la dent antagoniste est un petit peu descendue, vous voyez que je marque systématiquement l'occlusion avant de démarrer parce que c'est assez difficile de rétablir une anatomie aussi jolie qu'on aimerait, puisque la dent antagoniste a déjà un petit peu pris l'espace. Et on n'a pas les restaurations les plus jolies du monde, mais au moins on protège cette zone. Bien évidemment, en amont, on aura levé l'étiologie, discuté avec le patient. Ici, l'étiologie est plutôt intrinsèque et venait d'un problème digestif et qui avait lieu la nuit, ce qui avait pour conséquence d'user par érosion chimique uniquement un secteur, le secteur du côté duquel le patient dormait. C'est ce qui a un petit peu appelé notre diagnostic étiologique et on a avancé comme ça. On était content de découvrir ça. Donc quand vous voyez des usures érosives d'un seul côté en postérieur uniquement, ça peut venir de ce genre de situation. Une érosion modérée encore ici, avec une jeune patiente de 28 ans qui souffre de troubles du comportement alimentaire. Et on voit ici que l'usure provient vraiment des faces palatines. Il y a eu une contention il y a quelques années qui s'est cassée et c'est pas ça qui motive la consultation de la patiente. C'est vraiment des douleurs à cause des sensibilités au niveau des incisives, puisque les petits plots de composite persistent en palatin, mais on a une érosion qui continue par-dessous et qui expose la dentine en palatin. De la même manière, ici, il n'y a pas de doléance et pas de demande esthétique, d'autant plus que le trouble du comportement alimentaire n'est pas levé. Mais en revanche, on ne va pas attendre que l'étiologie soit complètement levée pour prévenir et protéger les faces palatines des dents et soulager la patiente assez facilement. De la même manière ici, à cause de l'occlusion, on va avoir du mal à redonner des formes et des volumes idéaux, mais au moins on joue notre rôle de protection de ces surfaces dentinaires exposées avec simplement ces restaurations adhésives en composite. Si on poursuit un petit peu et qu'on arrive sur des érosions qui sont beaucoup plus avancées, on va pouvoir se tourner, et on a vu qu'on arrivait même parfois à la limite ici du composite, on aimerait bien faire un petit peu plus. À ce moment-là, on va se tourner vers les restaurations adhésives en céramique. Je propose d'avancer toujours à travers ces situations cliniques. Ici, une jeune patiente, à peu près le même âge que la patiente précédente, qui souffrait du même type de problèmes, des troubles du comportement alimentaire, sauf que ici, ça a été arrêté. L'usure provient essentiellement des vomissements, donc de l'intérieur, et c'est sur les faces palatines des incisives maxillaires qu'on retrouve le plus d'usure. Il y a des petites restaurations en postérieur à reprendre, une légère érosion aussi sur les molaires, sur les premières molaires mandibulaires et maxillaires. On voit la dentine apparaître. Et normalement, puisque ce phénomène est stoppé, on va pouvoir avancer sans forcément traiter. Alors, on va traiter, oui, bien sûr, les caries, ce genre de choses, mais on va pas forcément chercher à recouvrir ces molaires puisqu'on a encore de l'émail en surface. En revanche, la patiente a une doléance esthétique, comme on l'a vu. Il y a une vraie perte esthétique d'anatomie de ces dents maxillaires. Ici, on voit la face palatine avec cette érosion assez prononcée quand même, où on devine la dentine apparaître. Et ces conséquences esthétiques, on va pouvoir les corriger au mieux avec de la céramique. On peut y aller au composite aussi. On a décidé ici, donc pour prévisualiser la nouvelle forme des dents, de passer par l'étape du mock-up, par les masques dont a parlé le professeur Heikel tout à l'heure. Ces masques, ils vont avoir vraiment plein d'intérêts. Je peux pas les passer malheureusement ce soir tous en revue, mais un des grands intérêts, c'est la préservation tissulaire, puisqu'il est hors de question de couronner ses dents, et on va pouvoir agir avec ce qu'a décrit Francesca Vailati. On retrouve ici cette classification ACE. Alors effectivement, à l'époque, c'était un petit peu
en traitement expérimental, comme elle le disait. Aujourd'hui, cet article de la classification ACE, il date de 2010, donc on a 10 ans de recul là-dessus. Les cas cliniques qui étaient exposés à ce moment-là ont été réalisés encore avant, et aujourd'hui, je pense qu'on peut considérer cette technique de sandwich comme quelque chose qui fonctionne. On a plus de 10 ans de recul dessus, et tous les leaders d'opinion en dentisterie adhésive sont d'accord pour dire que c'est quelque chose vers lequel il faut aller. Et l'idée est tout simplement, voilà, on a une dent qui a perdu de la substance, de pas détruire encore plus la substance, mais de venir être additif. Ici, on recrée des onelets palatins sur les faces palatines, qui seront préférentiellement en composite, et ensuite, on vient reconstituer la face vestibulaire avec une céramique. Ça va avoir un avantage majeur. J'ai pas de pointeur ici ce soir, mais imaginez si on avait fait une couronne ici, toute cette émail proximale aurait disparu et on aurait perdu vraiment en rigidité mécanique, on aurait perdu, c'est de la perte de chance pour cette dent. Ici, on a mis en place les onelets en palatin et on va pouvoir traiter la dent avec une simple facette en céramique. Ce que vous retrouvez ici, donc les délimitations en palatin, et la céramique ensuite qui est collée avec ces protocoles d'assemblage que vous connaissez désormais tous et qui sont accessibles. Si vous le souhaitez, effectivement, il y a plein de formations qui existent, de diplômes universitaires qui permettent d'améliorer ces connaissances. Mais c'est des situations qui ensuite deviennent faciles à traiter à partir du moment où on a réalisé un wax-up en amont, où on a guidé un petit peu l'ensemble du traitement et qu'on a choisi un bon céramiste également, ça aide. Ici, le résultat immédiat, le céramiste ici est Philippe Amiache, qui travaille à Paris et qui nous a permis d'avoir ces belles réalisations. En contrôle à 1 an, la gencive voilà, s'intègre vraiment très bien. Je vous remets la situation initiale et la situation 1 an après, les dents sont toujours vivantes, on n'a pas détruit de tissu, on est venu simplement ajouter ce qui manquait à la dent. J'avance ensuite sur cette 5e situation clinique où on a une érosion qui est modérée à sévère en fonction des secteurs. C'est un patient qui m'est cher, vous allez comprendre pourquoi, je vous l'explique juste après. Il se présente à la consultation avec vraiment une doléance douloureuse. Il a des sensibilités vraiment très fortes sur ses molaires et ses prémolaires. Au maxillaire, ce qui est frappant, c'est qu'on retrouve ces lésions en cupule vraiment caractéristiques, on l'a vu, de l'érosion. Différents stades en fonction des dents. Et dans le secteur antérieur, en revanche, quasiment pas d'usure, à peine les pointes canines avec des petites cupules. Mais franchement, on pourrait même se demander si c'est pas de l'usure normale pour un patient qui a la quarantaine. Absence de lésions sur l'ensemble des autres dents dans le secteur antérieur. Ici, une autre vue. Vraiment, les lésions démarrent à partir des prémolaires. Ici, la vue mandibulaire, et on a eu de la chance ici puisque ce sont ces coiffes qui avaient été réalisées sur les premières molaires mandibulaires qui ont maintenu un petit peu de dimension verticale. On retrouve cette notion ici de non-usure par l'antagoniste. C'est vraiment la cinétique de l'érosion chimique qui est plus rapide que l'usure mécanique qu'on pourrait avoir. Et c'est parfois difficile dans ces situations. On se dit mais par où je commence? Est-ce qu'on traite simplement par composite les dents qui ont été usées? Est-ce qu'on doit augmenter la dimension verticale? Et on est parfois un petit peu perdu. La meilleure des choses dans ces situations, c'est tout simplement de prendre des empreintes et de faire une bonne analyse de la situation, une analyse occlusale. Ici, vous voyez, on a marqué en bleu les zones de dentine exposées, on a recontouré l'anatomie des surfaces dentaires, et c'est cette analyse occlusale qui va nous dicter un petit peu le traitement qu'on va pouvoir mettre en place. Ici, c'est une érosion sévère, on l'a vu, qui concerne uniquement les secteurs postérieurs. Donc, le patient a perdu de la hauteur en postérieur et avec le temps, ça s'est fermé. Il y a eu une petite égression compensatoire. Et pour résoudre cette situation, déjà, on sait que les dents postérieures, il va falloir protéger la dentine et leur redonner une anatomie. Mais on se retrouve dans une situation où je refais un petit avant-après, vous voyez, en antérieur, on se retrouve en inocclusion.
Et là, il y a deux possibilités techniques. Soit on fait appel à un orthodontiste qui va venir égraisser l'incisive mandibulaire ou égraisser l'incisive maxillaire, mais en tout cas qui va nous fermer ces espaces de sorte à ce que le patient retrouve une fonction masticatoire dans le secteur antérieur. Ou alors, on peut ajouter simplement soit une facette, soit du composite pour venir chercher le contact. C'est ce qui a été réalisé ici parce que le patient a refusé le traitement orthodontique, mais on aurait pu très bien faire un traitement orthodontique. Donc, la première étape, ça a été le wax-up. Le wax-up, c'est pas un wax-up pour débutants, c'est un wax-up un peu plus technique quand même, puisqu'il va falloir que le prothésiste, dent par dent, restaure l'anatomie, la morphologie de chacune des dents, en respectant les dents, en respectant les zones qui ont été usées, mais les zones également où on a encore de l'émail. On va chercher à préserver le maximum de tissu. Le prothésiste va également devoir rétablir les courbes et tout ça vraiment finement, minutieusement sur articulateur. Vous voyez ici ce qui est assez frappant, c'est que dans ces situations où on a une usure assez prononcée, on a tendance à vouloir augmenter la dimension verticale et mettre des coiffes ou des facettes ou des overlays sur l'ensemble des dents. Non, il faut pas. Vraiment, il faut pas. Et on peut faire autrement. On a aujourd'hui à notre disposition des matériaux qui nous permettent de travailler en fine épaisseur. Et si on prend le temps de réfléchir et de poser les situations, il y a beaucoup de situations cliniques qui peuvent être traitées à minima. Vous voyez qu'ici, il y a que 2 faces vestibulaires au maxillaire qui sont waxées au niveau des prémolaires seulement. Uniquement les faces occlusales, les tables occlusales des dents postérieures à la mandibule, et on y a été vraiment à minima et on n'est pas obligé de sortir l'artillerie lourde et de proposer un plan de traitement où on fait où on traite, on va traiter l'ensemble des dents ou presque, mais on peut être vraiment léger et être uniquement additif. En tout cas, c'est permis aujourd'hui par les matériaux. Ça reste quand même quelque chose de très difficile cliniquement. Et quand les situations sont difficiles, il faut respecter les étapes, tout simplement. Et respecter les étapes, ça veut dire quoi? Ça veut dire borner un petit peu la situation. Et pour ça, rien de mieux que ces mock-ups. Ces mock-ups, en fait, c'est un transfert du wax-up qui a été finement réalisé au laboratoire directement en bouche. Ce patient, on a eu la chance de faire la démonstration de la mise en place des mock-ups avec l'équipe de la Bioteam, avec Gilles Tirlet, Mathilde Jalado et Anne Longuet en 2018 lors de l'ADF. C'est à ce moment-là qu'on a traité le patient et vous voyez que la mise en place des résines directement en bouche, ces mock-ups, c'est pas uniquement esthétique, c'est quelque chose également de fonctionnel. On va pouvoir équilibrer, régler la hauteur dessus en ayant été purement additif. On va tester l'occlusion statique, l'occlusion dynamique. On va tester également l'esthétique, mais surtout la fonction. Le patient, on lui augmente sa dimension verticale. Il faut qu'il soit confortable avec ça. Il faut que les choses fonctionnent bien. Vous avez de nombreux articles qui ont été publiés en anglais, en français. Et ici, c'est quelques-uns des auteurs majeurs qui ont fait avancer les mock-ups et on a des solutions aujourd'hui pour pouvoir nous guider, en tout cas dans ces traitements. Ensuite, pour ce qui est de l'assemblage, c'est de la routine adhésive. On met en place le champ opératoire et on vient assembler nos pièces. À la mandibule, ici, je vous ai montré tout à l'heure, on a ouvert un petit peu la hauteur et on se retrouve avec un manque au niveau des incisives mandibulaires. On a choisi ici simplement de faire des adjonctions de composite. C'est du composite qui a été injecté dans une clé et qui nous permet de retrouver, vous voyez ici, tous les points d'occlusion, de retrouver esthétique et fonction, puisqu'on a une véritable occlusion. Ici, le contrôle à 1 an chez ce patient que j'ai traité, du coup, que j'ai traité à partir de 2018. On a commencé en 2018, on a terminé en début 2019 et aujourd'hui on a un peu plus d'1 an de suivi. On laisse l'évolution voir. Là, je vous remonte la situation initiale. Vous voyez l'augmentation de dimension verticale, le rétablissement de la hauteur, de l'anatomie de chacune des dents, et on n'a surtout pas touché aux incisives, aux canines qui ne le méritaient pas, qui sont ces dents naturelles et qui vont toujours bien aujourd'hui. Une dernière situation clinique. On a le titre aujourd'hui, c'était érosion
Et abrasion, il y avait plusieurs usures à traiter et cette patiente, elle présente une érosion, certes, mais il y a également de l'usure, on va le voir, qui est plutôt mécanique de l'adhésion. Quand on voit ces patients, on voit tout de suite la dimension verticale complètement effondrée. Si je vous montre le secteur antérieur maxillaire, l'anamnèse a révélé que voilà, cette patiente a eu des périodes de troubles du comportement alimentaire où il y a eu beaucoup de vomissements, donc qui ont exposé la dentine. Mais on remarque aussi en postérieur, si on regarde cette image à droite, il y a du chipping sur cette céramique à la mandibule, il y a eu des égressions non contrôlées, il y a eu des modifications prothétiques au fil du temps. Et on arrive dans une situation qui est vraiment chaotique. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation chaotique? Ben, un petit peu comme je vous le disais tout à l'heure, on va essayer de planifier au mieux la situation. Ici, érosion donc sévère mais qui est généralisée, secteur antérieur et postérieur. Généralisée et sévère, on a en termes de consensus, on sait que c'est quand 30% du volume de la dent est diminué, on parle de sévère. Et ici, on est bien à 30% du volume de la dent diminuée. Qu'est-ce qu'on observe dans ces situations? Mais simplement une fermeture de la dimension verticale et on peut avoir également des migrations dentaires parfois, puisque tout ça se fait dans le temps progressivement. Pour le traitement, et ben on va devoir protéger les dents, redonner leur anatomie, donc augmenter la dimension verticale. On peut s'aider aussi d'un traitement orthodontique, j'ai mis plus ou moins de traitement orthodontique pour corriger les choses. C'est pris en charge par augmentation de la dimension verticale à minima. Elles ont été très bien décrites par Francesca Vailati. Encore, on retrouve toujours les mêmes sur ce sujet, mais elle a vraiment fait beaucoup avancer les choses pour ces pathologies. Et si vous n'avez pas encore lu tous ces articles, je peux que vous encourager à les lire. C'est très didactique. C'est des situations qui sont complexes, mais qui méritent de prendre du temps si vous vous lancez dans ces traitements. Mais le principe reste le même. On fait un wax-up au laboratoire. On va réaliser ces clés dans lesquelles on va injecter notre résine pour avoir un guide qui est esthétique. On l'a vu tout à l'heure. Ici, en une séance, on rétablit l'esthétique de la patiente. Mais c'est une patiente, on a vu, qui a vraiment explosé l'ensemble de ses céramiques derrière, qui a usé ses dents. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur sur le plan fonctionnel. Il va falloir les laisser en place, ces mock-up, les laisser en bouche. On a des matériaux, des résines différentes en fonction de ce qu'on cherche à obtenir et de la durée de port. Mais ici, ce guide fonctionnel, voilà, il faut régler les contacts occlusaux, il faut revoir la patiente et une fois qu'on a figé, qu'on a verrouillé la situation, à ce moment-là, on va pouvoir passer aux restaurations en céramique. Ici, à nouveau, avec en palatin des onlets et en vestibulaire des céramiques pour protéger ce qui reste des dents. Ici, on voit les composites palatins qui ont même ici été réalisés à main levée par souci d'économie. On en parlait tout à l'heure avec le professeur Heikel. C'est vrai que le problème économique est parfois au cœur des problématiques pour la prise en charge de ces patients où on a l'ensemble des dents à traiter. Mais on arrive quand même à passer d'une situation très effondrée à rétablir la dimension verticale, à rétablir l'esthétique. Je remets la situation avant après et où on a une patiente qui fonctionne bien et en plus ça a le mérite d'être agréable visuellement. Voilà pour les restaurations adhésives en céramique. Un dernier point qui est toujours présent dans la littérature sur ces sujets, l'orthodontie, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure. Alors, je ne suis pas orthodontiste, donc j'aurais pas la prétention de vous parler d'orthodontie ce soir. Et ça aurait été sympa d'ailleurs d'ajouter un orthodontiste pour le traitement de ces situations, puisqu'ils interviennent dans les situations sévères. On l'a vu tout à l'heure, quand on a une érosion sévère généralisée, il y a des égressions qui peuvent être non contrôlées, des modifications de la dimension verticale, et qui de plus habilité qu'un orthodontiste pour restaurer la dimension verticale, pour modifier la position des dents. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel à vos orthodontistes. Un petit point quand même sur lequel je me permettrai de me prononcer, faites attention si vous avez des patients qui sont actifs en termes d'acidité,
c'est-à-dire qui n'ont pas levé leurs problèmes étiologiques, qui ont des vomissements ou qui consomment encore trop de soda, la prise en charge orthodontique par gouttière peut empirer la situation puisqu'on vient emprisonner les acides dans les gouttières orthodontiques. Donc, je ne me prononce pas du tout sur le choix de la technique orthodontique parce que c'est pas mon métier, mais simplement j'attire votre attention et vous pouvez attirer l'attention de votre orthodontiste là-dessus. Les gouttières, on se méfie chez des patients sur lesquels on a déjà des lésions érosives. Voilà, donc pour conclure ce soir, ce qu'il faut retenir sur, et je pense que le professeur Heikel partage ce sentiment, on va pouvoir en débattre, super important de savoir diagnostiquer. On a des usures différentes, avec des formes cliniques différentes et avec des étiologies différentes. Pour pouvoir agir dessus, il faut savoir diagnostiquer. Pour agir, la première des choses, la littérature est très claire là-dessus, il va falloir prévenir. On va chercher vraiment à limiter l'évolution et à monitorer l'ensemble de ces lésions. Et si on doit restaurer, s'il y a de la symptomatologie ou si la dentine est exposée, parce qu'à mon avis, c'est vraiment le seuil qu'on peut se fixer si la dentine est exposée, on agit en minimum en protégeant avec des petites résines composites. À ce moment-là, on restaure à minima toujours. La solution la moins mutilante est à favoriser. Et si on a un doute ou si la situation devient complexe ou globale, à ce moment-là, on a recours à tout prix à l'analyse esthétique et fonctionnelle et on passe par ces mock-ups qui vont nous guider et qui vont faciliter vraiment le traitement de nos patients. Un dernier petit mot, parce qu'on parle aussi d'érosion dans ce numéro, le dernier numéro de l'information dentaire où on a un numéro dentisterie biomimétique et il y a un article sur les érosions notamment. Je suis super fier d'avoir participé à ce numéro qu'on a coécrit avec l'ensemble de la Bioteam et qui est sorti là très récemment la semaine dernière. Donc je vous encourage à aller consulter cet article et je remercie l'ensemble de l'équipe de la Bioteam Paris et notre mentor Gilles Tirlet. Voilà, je vous rends la parole, Marc, mais c'est terminé pour mon exposé initial. On va pouvoir débattre maintenant. Merci, docteur Pomperski, merci. Et on salue Gilles Tirlet qui était connecté, qui l'est peut-être encore d'ailleurs. Ah, super. Alors, venons-en aux questions, parce que vous imaginez bien que pendant cette heure de présentation, on a un certain nombre de questions qui sont arrivées, et il y a une tendance qui semble se dégager, c'est que l'essentiel, ou en tout cas beaucoup de questions, tournent autour de la prophylaxie. On a eu des exposés très, très complets sur le diagnostic, sur le traitement, mais visiblement les confrères, les consoeurs qui nous écoutent aimeraient revenir sur les causes et sur la prophylaxie. Donc je vais vous poser tout simplement, vous répondez vous, librement sur cette question. La première question qui nous a été posée, c'est, on a vu tout à l'heure un certain nombre de facteurs qui favorisent les érosions et les abrasions. Et la question qui est posée, c'est est-ce que le stress fait partie ou comment le stress se positionne dans ces causes? Professeur Heikel, je vous vois prêt à Oui, répondre. alors le stress, il peut agir directement ou indirectement. On le sait qu'actuellement, les gens qui bruxent, par exemple, c'est quelque chose que on n'arrive pas à contrôler, c'est des facteurs psychiques, mais souvent ça peut être lié à des stress, conscients ou non conscients. Il y a également quand on, donc il y a ça, et puis on a indirectement les productions, enfin dire qu'on sait que quelqu'un qui stresse, ça se manifeste soit au niveau gastrique et intestinal, soit au niveau de la colonne vertébrale. On connaît qu'il y a des gens qui ont mal au dos parce qu'ils stressent. Il y a des gens qui ont mal à l'ATM parce qu'ils stressent. Et le côté sensible, c'est la partie gastro-entéro. Donc c'est certain que quelqu'un qui stresse peut avoir des effets au niveau gastro-entéro et ça se manifeste par éventuellement, pourquoi pas, des régurgitations acides ou des reflux. Donc très bien, donc le stress peut jouer un rôle. Question qui est un peu liée. Le comportement du patient
peut souvent, que ce soit le comportement alimentaire, le stress, on vient de le voir, peut influer, peut participer à la genèse des lésions. Et on a vu de magnifiques exemples de restauration. Et on peut se poser la question, à partir de quel moment on considère que le patient, le comportement du patient est suffisamment modifié ou pris en compte pour pouvoir entamer ces restaurations, faute de quoi est-ce qu'on ne risque pas une récidive rapide? C'est une question qui est super intéressante et qui pose effectivement un vrai problème clinique de savoir si on se lance ou pas. C'est difficile d'obtenir la vérité aussi de la part du patient. Parfois, on ne sait pas si la maladie est toujours en cours ou si l'étiologie est réellement levée parce qu'on ne peut pas suivre le patient chez lui dans sa vie de tous les jours. En revanche, il va falloir informer le patient de cela. Et notamment dans les troubles du comportement alimentaire, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une réelle, déjà quand le patient vient et nous consulte et se pose la question d'un traitement, c'est qu'il a pris conscience quand même des choses, donc on a déjà fait un pas en avant. Et il y a un effet bénéfique dans les deux sens. Il m'est arrivé de traiter notamment, je pense, j'ai l'image d'une patiente qui avait vraiment une érosion sévère, généralisée, chez qui on a rétabli l'harmonie du sourire. Et c'est grâce à cela qu'elle a pu arrêter ses troubles du comportement alimentaire, parce qu'elle a retrouvé confiance en elle et parce qu'elle a pu avancer sur la prise en charge psychologique et sur sa maladie dont moi je peux pas je peux que participer là-dedans si vous voulez, mais je peux pas je suis pas médecin, je suis pas psychologue et je peux qu'accompagner si vous voulez l'ensemble de l'équipe médicale. Je pense qu'il est important de quand une équipe médicale est constituée en tout cas de prendre contact avec nos confrères gastro-entérologues, psychologues ou psychiatres. Et il est important de communiquer entre nous pour que le patient se sente aussi traité par une équipe. Et si le patient n'a pas d'équipe, je pense qu'il est important aussi d'avoir dans son carnet d'adresses quelqu'un vers qui orienter le patient et vers qui le guider. Mais pour moi, lorsqu'un patient est informé des choses et est informé de l'étiologie de sa maladie et qu'il est prêt à se lancer dans le traitement, je pense que c'est déjà un pas de plus en avant, notamment pour le traitement de son érosion, surtout s'il est informé de l'étiologie. Je, je vais dans le même sens que Marin parce que nous avons eu des cas qui ont été résolus de troubles de comportement alimentaire une fois que ils ont retrouvé leur sourire, leur esthétique et que on n'était pas confiant, mais à la fin, on a vu quand même qu'il y a des effets à ce niveau-là. Donc, il y a quand même des choses qui se passent au niveau du psychisme et qui sont essentielles et qui peuvent, donc la contribution peut être très positive. La confiance en soi, l'absence de stress ou la diminution du stress et pourquoi pas la modification par rapport au comportement alimentaire. Très bien. Donc, à l'instant, j'entendais le docteur Pomperski nous dire, lorsqu'on constate un problème lié à l'acidité intrinsèque, il faut penser à orienter le patient vers éventuellement un gastro-entérologue pour rechercher un trouble de ce côté-là. Et ça fait tout à fait écho à une question qui est arrivée pendant la présentation, qui nous dit, chez un patient suivi chez un gastro-entérologue pour un reflux, est-ce qu'il ne faudrait pas que nos confrères médecins, dans cette spécialité en tout cas, pensent à l'orienter systématiquement vers un chirurgien dentiste pour prendre en compte et traiter d'éventuelles lésions dentaires qui seraient associées? Est-ce que ça se fait, cette orientation inverse du médecin vers le chirurgien dentiste? Concrètement, enfin, j'ai jamais rencontré cette situation et je pense que Moi non plus. malheureusement, les échanges sont encore trop fermés, il y a encore une barrière, mais il y a qu'à en discuter. Et je pense que justement, ce que je vous disais, c'est d'avoir dans son carnet d'adresse un confrère gastro-entérologue vers qui diriger les patients. Quand on commence à établir une relation de correspondance avec un médecin comme ça, progressivement, on va faire avancer les choses et on aura peut-être des retours dans l'autre sens. Mais pour l'instant, j'ai pas vu malheureusement cette situation. Est-ce qu'il faudrait le systématiser? Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, Euh, j'ai pas de réponse.
Marin, moi j'ai un patient que j'ai eu qui avait ce problème et quand Oui. j'ai soupçonné, je me suis dit pourquoi il n'aurait pas une pathologie gastrique. Et donc je pensais à l'hélicobacter. Et Mhm. après les examens, on a trouvé qu'il avait un hélicobacter. Une fois que le traitement a été mis en place par son médecin, tout est rentré dans l'ordre. Donc ça veut Oui. dire qu'on peut avoir des troubles bien précis qui ne sont pas du tout liés au psychisme ni Mhm. à quelque chose d'inconscient. C'est vraiment lié à la présence de bactéries. Mhm. Alors, c'est bien de rappeler que le rôle du psychisme et une question qui revient également, c'est euh, pour un confrère, une consoeur qui voit arriver un patient en consultation, est-ce qu'il y a un nouveau patient peu connu ou inconnu, est-ce qu'il y a des signes d'appel, est-ce qu'il y a des profils, est-ce qu'il y a des gestes, des moyens de nous alerter sur la probabilité de l'existence d'un comportement alimentaire notamment, mais pas forcément, qui pourrait provoquer érosion ou abrasion. Alors, il y a pas vraiment de choses qui vont nous alerter quand on va regarder le patient comme ça à distance sociale. En revanche, Sauf l'anorexie. lorsqu'on va examiner les lésions, exactement, on va pouvoir, en fonction de la localisation des lésions, on en a parlé, c'est-à-dire que lorsque l'étiologie est intrinsèque et dans l'anorexie, notamment ces vomissements, ce sont vraiment les faces palatines des incisives maxillaires qui sont le plus touchées. Lorsqu'on a des régurgitations pendant le sommeil, je vous ai montré ce cas clinique où on avait d'une manière vraiment unilatérale les molaires dans lesquelles baigne un petit peu, dans la zone dans laquelle la salive va stagner un petit peu et les reflux également la nuit. Donc ce sera moins pour ces régurgitations qui ont lieu la nuit les incisives, mais ce sera plutôt les molaires et plutôt les phases vestibulaires. On dort d'un côté ou de l'autre, mais les phases vestibulaires. Donc, en fonction, si vous voulez, de tout cela, on peut, de ce qu'on observe cliniquement, de l'anatomie des lésions, et c'est pour ça qu'on a passé pas mal de temps à décrire ces lésions, on va pouvoir orienter notre piste, on va pouvoir tirer des fils sur l'anamnèse, mais en réalité, c'est la discussion avec le patient qui va vraiment nous répondre. Si je peux juste compléter, les Bien sûr. patients souvent ignorent qu'ils ont un problème gastrique. Donc ça, c'est déjà un point important parce que l'acidité, tout le monde ne la ressent pas. Les douleurs de l'estomac liées aux régurgitations acides ne sont pas permanentes, ne sont pas systématiques. Donc je pense que, et en plus, le deuxième point, avant d'arriver à consulter parce qu'on a une sensibilité dentinaire ou parce qu'on a un problème, il se passe un certain temps. C'est pas parce qu'on a des vomissements au début qu'on va avoir des dégâts au niveau dentaire. C'est vraiment sur la durée que ça s'installe. Donc le facteur temps est important à prendre en considération. Très bien. Question, alors cette fois-ci plus orientée vers la restauration. Les restaurations collées sont-elles contre-indiquées pour les pertes de substances liées au bruxisme? Ça dépend lesquels. Alors, oui, voilà, je sais pas si vous voulez vous lancer. Non, non, Il y non, je te a laisse, t'es bien placé pour ça, vas-y. Non, mais on peut en discuter à deux, c'est très bien comme ça. Moi, j'aurais surtout dit on va choisir notre matériau un petit peu différemment. Tout à fait. La restauration adhésive en soi, l'adhésion fonctionne. Il y a pas de souci. En revanche, il va falloir regarder l'antagoniste puisque la dent va s'user beaucoup plus si on met en place du composite face à des dents céramiques en face chez un patient qui a tendance à abraser ses dents par attrition. À ce moment-là, on va plutôt choisir des matériaux céramiques qui vont avoir une cinétique d'usure bien moindre. Je ne sais pas ce que vous Ah, aviez. moi, je suis pas du tout d'accord. Quelqu'un qui bruxe lui met de la céramique, soit il la Oui, casse, soit il a des problèmes d'ATM à la langue. ça Donc dépend de c'est la un, céramique qu'on bah, utilise, bah oui, mais si la céramique résiste, ça sera l'articulation qui peut avoir des problèmes. qui trinquera. Ouais. Ouais. Ça, ça dépend aussi un petit peu de la configuration. Moi, j'aime bien aussi dans ces situations
d'usure importante, lorsqu'on rétablit la dimension verticale et lorsqu'on redonne la fonction au patient, avoir une certaine stabilité dans le temps. Et si on rétablit l'ensemble de l'arcade avec des matériaux composites, on va perdre cette stabilité dans le temps puisque le patient va à nouveau user. Et c'est un petit peu les mêmes situations qu'on pouvait avoir, on a toujours d'ailleurs, avec des prothèses amovibles, avec des dents en résine face à une arcade dentée ou face à pire de la céramique. Quand on oppose ces matériaux, on peut avoir des cinétiques d'usure d'autant plus rapides chez ces patients qui bruxent et perdent complètement nos repères et tout le bénéfice du travail d'analyse et de stabilisation fonctionnelle qui a été réalisé en amont. Très bien. Une question concernant alors, un petit peu intermédiaire entre traitement et prévention. Lorsque les érosions ou les abrasions sont installées, on peut avoir une symptomatologie douloureuse, puisque la dentine est mise à nu. Et la question qui nous est posée, c'est est-ce que dans ce type de situation, les adhésifs peuvent avoir un intérêt pour servir de bouclier contre les attaques acides? Symptomatique, pas pour longue durée, mais ça marche. Oui, la couche hybride qui va être créée sur la dentine va s'user quand même assez rapidement et on va perdre le bénéfice rapidement de cela. D'accord, donc c'est oui, mais pour une durée, de toute façon, toujours très courte. Ouais. Non, l'idéal, c'est d'avoir des produits qui puissent pénétrer dans les canalicules dentinaires, parce que ceux qui restent en surface, ça n'a pas une longue durée, hein. Très bien. Alors, restons préventifs. Et on a beaucoup parlé de brosse à dents tout à l'heure. Une question qui nous vient concernant la tête de la brosse à dents, et plus précisément les brins de ces brosses à dents. Est-ce que vous avez une préférence sur le type de brin qui est le plus adapté dans les situations qu'on vient d'évoquer? Si on regarde la littérature, en termes d'efficacité, c'est plutôt les brins qui sont en biseau. Mais bon, moi je pense qu'il n'y a pas que le brin qui est important, c'est des fois aussi c'est la densité des brins qui est importante, c'est la dureté, c'est la densité. Des fois on peut avoir des brins très souples, mais vous augmentez la densité et l'effet n'est pas le même. Donc, pas de recommandation De manière particulière. générale, Brin souple. plutôt quelque chose de souple. Oui, mais le problème, c'est que après, nous, avec tout ce qui apparaît sur le marché, on ne sait pas si c'est un problème de marketing pour se distinguer d'un autre produit ou c'est vraiment, il y a un apport. On peut évaluer la brosse à dents dans sa totalité sur son efficacité à éliminer la plaque, à réduire l'inflammation gingivale et le saignement gingival et à avoir moins d'usure sur la dent. Mais de là à analyser en fonction du type de brin, de son diamètre, de sa densité, etc., il n'y a pas d'études précises là-dessus. Donc on dit aux patients, prenez la brosse à dents la plus souple possible. Si c'est une rotative ou c'est une à balayage mais à fréquence élevée, on va conseiller des choses en fonction de la littérature ou en fonction de son usage personnel. Très bien, donc restons à proximité de la brosse à dents. Vous avez tous les deux parlé du dentifrice tout à l'heure assez rapidement. Euh, pour les praticiens, j'allais dire, de ma génération, on a tous appris, et ça a été redit tout à l'heure par le professeur Heikel, qu'une fois l'éruption terminée, on ne crée pas d'émail, on ne crée plus de tissu dur. Et pourtant, l'industrie nous propose des dentifrices reminéralisants. Alors, est-ce que vous pourriez revenir en quelques instants sur d'abord ce que vous pensez de ces dentifrices, de leur réalité et de leur mécanisme d'action? Tu veux répondre, Marin, ou je... Allez-y, je crois que vous avez, comme, Oui. comme vous le sentez. Alors, d'abord, les dentifrices, l'une des composantes qui est incontournable, et il faut se méfier des dentifrices, j'ai rien contre le vegan, mais si on commence à nous faire des dentifrices sans fluor, c'est une catastrophe. Déjà, le fluor,
renforce, nous protège contre la carie dentaire, mais surtout induit la formation d'apatite fluorée. Mais ce fluor ne se fixe que sur la surface. Mais quand je dis la surface, c'est sur le premier micromètre. Et chaque fois qu'on se brosse de nouveau ou qu'on mastique, on va éliminer cette couche de surface. Donc l'apport du fluor doit être permanent pour favoriser ces échanges ioniques dans le sens positif. Maintenant, ce qui était discutable, c'est l'apport des silicates de calcium. Pendant longtemps, on disait que calcium, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Mais les dernières publications nous montrent quand même que le fait d'apporter du calcium, des phosphates, vous favorisez les échanges ioniques en faveur de la protection de la dent. C'est-à-dire, au lieu que le calcium quitte la dent, parce qu'il est dissous dans les acides, c'est l'inverse. Vous inversez cet équilibre. Donc, c'est toute une histoire physico-chimique d'équilibre importante. Il faut apporter du fluor, mais chez des patients qui ont une érosion, il faut l'apporter à forte concentration. Celui des dentifrices ne suffit pas. Il faut passer à des concentrations beaucoup plus élevées. Ça supprime les sensibilités et ça renforce la dent. Deuxièmement, le dentifrice, il a une composante, on n'en parle pas beaucoup, c'est l'abrasif. C'est celui qui permet d'éclaircir la dent, d'enlever les colorations, de nettoyer. Mais cet abrasif élimine une partie de la dent. Il use la dent, donc il contribue à cette abrasion. Et donc celui-là, il faut le contrôler, il faut le réduire. Et c'est pour ça qu'on dit prenez un dentifrice pour dents sensibles. Ça veut dire tout simplement, c'est la composante minérale qui est différente, qui est réduite, soit en granulométrie, soit en quantité. Voilà un petit peu les éléments dont je dispose. Moi, je me dis, il faut se méfier des dentifrices dits, entre guillemets, blanchissants, alors qu'il n'y a pas de solution blanchissante dans ces dentifrices. Il y a surtout des abrasifs. Et là, on n'est pas dans le sens favorable de la protection des tissus calcifiés. Voilà qui est dit. Nous étions donc avec les dentifrices dans une approche un peu physico-chimique et il y a une question qui est arrivée qui est alors totalement physico-chimique. Je vous la livre exactement telle qu'elle est écrite. Sur les cas cliniques qui nous ont été montrés, l'érosion des dents adjacentes semble plus importante. Alors j'imagine que c'est les dents adjacentes aux restaurations métalliques, parce que la suite de la question, c'est ne pourrait-on pas envisager que les restaurations métalliques génèrent une sorte d'électrolyse qui, entre guillemets, dissout les dents adjacentes? Je pense que on fait référence à un de mes cas cliniques où il y avait des coiffes métalliques. Effectivement, là, je suis en train de remettre la diapositive. Je ne sais pas si on peut la remettre en place. Si on peut, voilà, je pense que c'est ça. Effectivement, les restaurations métalliques, j'essaie de vous remettre la mandibule. Voilà, les restaurations métalliques sont au niveau des 6 et on a plus d'usure sur les prémolaires mandibulaires. Néanmoins, ces coiffes métalliques, elles ont une origine qui est un petit peu plus récente que les érosions, que les lésions d'érosion. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas d'histoire de corrosion ici et qu'on est purement sur une attaque chimique sur les lésions d'érosion qu'on voit, notamment de par l'anatomie et par la forme de ces lésions d'érosion. En plus, c'était associé chez ce patient avec une période de mastication de chewing-gum acidulé et de bonbons acidulés qui ont vraiment expliqué, je veux dire, toute l'anamnèse était corrélée à ça. Les coiffes sont arrivées un petit peu après par sa dentiste initiale qui a voulu protéger ses 6 qui étaient sans doute bien plus abîmés que les autres dents, raison pour laquelle elle a mis en place ces coiffes métalliques. Je ne sais pas si professeur Heikel, vous avez une notion de ça, de galvanisme sur les dents. Moi, je pense quand on parle d'électrolyse, c'est parce qu'il y a des alliages différents en bouche, soit au niveau de la même dent entre l'infrastructure et la suprastructure, ou entre un amalgame et du précieux ou semi-précieux. Donc, il y a des échanges ioniques et ça se passe. C'est toujours le plus noble qui se dégrade
pardon, c'est toujours le moins noble qui se dégrade et qui libère des éléments métalliques tels que l'amalgame, c'est celui qui libère le plus, et ça va se déposer sur le plus noble. Donc, on a une électrolyse. À ma connaissance, je ne connais pas de destruction des tissus calcifiés par électrolyse. La seule destruction des tissus calcifiés, à ma connaissance, se fait par les acides produits soit par les bactéries directement, aussi bien au niveau du sément, au niveau de la dentine qu'au niveau de l'émail, ou bien par des acides qu'on a vus soit d'origine environnementale ou alimentaire, ou des acides intrinsèques. C'est l'apatite qui se dissout en présence d'un acide quand le pH descend à 5. Très bien. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Quel est le pH normal de la salive? pH normal, c'est 7. Très bien. Et donc, Et il chute, et chaque fois qu'on mange, on a une chute du pH qui descend en dessous du seuil critique. À chaque fois. On peut se poser la question, comment ça se fait que les dents ne soient pas dissoutes comme de sucre dans les acides? Eh ben, tout simplement parce qu'on a de la salive et ça se reminéralise de façon permanente. C'est déminéralisation, reminéralisation qui passe inaperçue parce que c'est infraclinique. Et qu'est-ce qu'on constate, nous cliniciens? On constate les dégâts, les conséquences au moment où il y a déjà la carie installée, alors qu'il y a eu un déséquilibre avant qu'il y ait de carie, où il y a de l'érosion, mais il y a eu des choses en amont qui sont infracliniques qu'on n'a pas vu passer. Ce sont ces déséquilibres. Ces déséquilibres peuvent être améliorés en réduisant les acides, mais aussi en apportant des éléments qui soient en faveur de la minéralisation et non en faveur de la déminéralisation. Et quand j'ai parlé tout à l'heure des fluorures, des fluors, moi je ne pense plus au dentifrice dans ces cas-là. Moi j'utilise des gels fluorés à des concentrations 10 fois plus concentrées que le dentifrice. Et dans les cas très sévères, je fais appel à des gouttières. Mais justement, parlons de gouttières, puisque nous avons une série de questions qui sont cette fois-ci plus orientées sur l'abrasion que sur l'érosion. Mais on va quand même parler de gouttières, parce que la question nous dit, pour les bruxomanes, faut-il utiliser des gouttières de protection après avoir restauré? J'imagine dans les cas de bruxomanie sévère. Bah oui. Je pense aussi que c'est une bonne chose et la littérature nous le montre aussi, je crois. Ouais. Et encore plus s'il y a des implants en dessous des… Très bien, question simple. Alors, Marc, je peux juste faire un petit commentaire. Si tu vois, avant d'arriver à toutes les belles réalisations que nous a proposées Marin, des choses simples, des choses compliquées, tout ce qui est en amont, malheureusement en France, ça n'a aucune valorisation. Ça prend du temps et il n'y a pas de valorisation. Tu comprends pourquoi, finalement, souvent, chez des patients, on ne fait rien. Et si on fait quelque chose, on fait des restaurations parce qu'il y a une nomenclature. Vaste et vieux problème. Toujours dans le domaine des restaurations, justement, si on doit augmenter la DVO, quelle est la valeur maximale qu'on peut ajouter? Alors, il n'y a pas vraiment de valeur maximale décrite par la littérature. Ce qu'on sait dans la littérature, c'est que jusqu'à 5 mm d'augmentation de dimension verticale, il n'y a pas de description de problème articulaire ou au-delà de 5 mm, il semblerait qu'on puisse être confronté à des difficultés. Alors, est-ce que c'est parce que justement, au-delà des 5 mm ou à partir d'une certaine valeur, on commence à avoir un vrai décalage entre le maxillaire et la mandibule et que… Marin, excuse-moi, tu peux leur dire les 5 mm, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est… À quel niveau tu calcules tes 5 mm, s'il te plaît? Oui, c'est vrai que c'est difficile. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Hein. Quand on augmente la dimension verticale, en postérieur, la valeur est d'un tiers au niveau des Voilà, tout à fait. Parce que sinon, ils vont mettre 5 mm au fond. Hein.
en postérieur, oui, non, on parle du pointeau sur Tout à l'articulateur fait. qui Voilà. permet de mesurer. Et quand on augmente de 5 millimètres sur le pointeau, on n'augmente pas de 5 millimètres au niveau des Tout à molaires, parce fait. on a un vrai triangle, et théorème de Thalès qui nous donne ça. Après, je crois qu'il y a, je sais pas s'il y a vraiment une limite, en tout cas, puisque ce sont des situations où on a effondré la dimension verticale et il va falloir chercher à recréer quelque chose. Alors, on va pas s'amuser à mettre 10 millimètres pour mettre 10 millimètres, si vous voulez. Le but, c'est, comme on l'a vu sur l'analyse occlusale tout à l'heure, de redonner une morphologie aux dents, d'être guidé également par l'esthétique, d'être guidé par l'ensemble des courbes, la courbe de Wilson, la courbe de Spey, et à partir du moment où sur l'articulateur, on respecte la morphologie des dents, les différentes courbes et les proportions aussi esthétiques qui Francesca Vailati, dans son approche thérapeutique, est guidée par ça. Je crois qu'on a un tout esthétique et fonctionnel qui est rétabli, et souvent on s'inscrit dans l'ordre d'augmentation qui ne dépasse pas les 5 millimètres. Ça peut Oui, arriver, mais mais on passe, c'est des situations assez rares. Marin, mais on passe bien par des situations de provisoire où on essaye de trouver Bien le sûr. meilleur compromis entre le confort, l'absence de gêne et l'esthétique. Et c'est Donc, il n'y a crucial, pas. et Oui, le port de ces provisoires va nous valider le traitement et va exactement. nous valider la dimension verticale, quoi qu'il arrive. Donc C'est si le on s'est plus important. trompé, c'est pas grave, on diminuera ou on augmentera Tout à jusqu'à fait. trouver cette situation d'équilibre et de confort. Il faut pas hésiter, ces full mock-up comme on a pu les voir tout à l'heure, à les laisser porter plusieurs semaines, plusieurs mois, même parfois dans des situations où on a des pertes de repères, pour trouver l'équilibre, et ça ne sera que plus rapide de restaurer le patient après avec les restaurations finales, céramique, composite, peu importe, mais ça ne sera que plus rapide. Tout à fait. Très bien. Si vous avez encore quelques instants, nous avons encore quelques questions, et notamment une question qui fait un peu écho à ce qui vient d'être dit. On nous demande, est-ce qu'il est possible de tester j'imagine, le schéma occlusal avec une gouttière avant de faire un wax-up, ou une gouttière qui, en quelque sorte, copierait le wax-up ou le mock-up? Non, je vois pas l'intérêt, hein. Le, le Sinon, mock-up une fait gouttière, on office fait ce qu'on. de... Ouais. Alors, Si on a une gouttière, on fait il le. existe des mock-ups qui sont clippés, c'est-à-dire des mock-ups Ah intégraux oui, qu'on vient clipper sur l'ensemble de l'arcade. C'est pas ce que je préfère, parce que du point de vue de l'hygiène, c'est pas facile. Du point de vue des réglages non plus, c'est quelque chose qui reste amovible, que le patient peut aussi ne pas porter, ne pas nous le dire. Les mock-ups, une fois qu'ils sont en place, on teste vraiment le patient dans sa vie de tous les jours avec, et ça nous fait découvrir bien des choses. Et je pense que c'est une technique qui est éprouvée et qui fonctionne vraiment bien. Très bien. Peut-être l'avant-dernière question. À quel moment est-on amené à intervenir au niveau des ATM quand celles-ci sont à l'origine d'une abrasion? comment on peut dire que l'ATM est origine des abrasions? Donc Moi, il n'y a je ne sais pas. pas d'intervention décrite dans la littérature qui aurait Alors, comme finalité de régler C'est l'abrasion. plutôt l'inverse. On a des problèmes sur l'ATM parce qu'on a des problèmes occlusaux. Et je crois que toutes les chirurgies de l'ATM qui ont pu être faites et décrites ont été abandonnées Exactement. On fait plus parce que trop d'intervention. difficiles, et que ça ne fonctionne pas en réalité. Oui. C'est la seule articulation, la biarticulation du corps humain, et je crois que aller la régler directement là-haut, c'est pas possible. En revanche, restaurer la fonction et la dimension verticale, etc., peut soulager et améliorer le fonctionnement de l'ATM. Bah, voilà, on récupère un équilibre musculo-squelettique. Oui. Bien, nous en resterons là avec l'ATM parce que je pense que ça mériterait un Facebook Live uniquement sur ce sujet, qu'on ne fera pas ce soir parce qu'il est Pas avec près de moi. 21 heures. J'aurais pas grand-chose à vous dire sur les ATM.
Donc, je vous propose de terminer avec une question qui est tout à fait dans le sujet d'aujourd'hui, qui sera certainement un résumé de ce que vous avez pu dire, mais pour bien fixer les idées, est-ce que vous pourriez nous donner une vision, partager vos protocoles pour les différentes situations de déminéralisation? On a parlé tout à l'heure des vernis fluorés. Je pense que ce serait peut-être intéressant d'écrire de manière un petit peu plus précise les protocoles qui répondent spécifiquement à ces questions de déminéralisation pour l'un et pour l'autre. Pour professeur Heikel, si vous voulez commencer. Oui, j'ai pas bien saisi la question. La question qui nous est posée, c'est quel est votre protocole? Donc, je pense que la question est posée à chacun d'entre vous pour les différentes situations de déminéralisation. Bah, le protocole pour moi, il est le même. Moi, à partir du moment où j'ai des déminéralisations, j'augmente la fréquence et la concentration des fluorures. Et en général, soit comme je suis à la frontière allemande, j'envoie mes patients acheter des gels fluorés à 1,35%, ça fait 13 500 ppm en gel, et je leur demande tout simplement de se brosser les dents avec. Alors au début, c'est un jour sur deux, et quand tout va bien, on passe à une fois par semaine. Et dans certains cas très avancés de sensibilité et d'érosion, je passe par des gouttières. Les mêmes gouttières qu'on utilise pour les éclaircissements, je les utilise pour mettre ce gel. Donc ça, pour moi, c'est le protocole de la fluoration, de renforcement de la protection dentaire. Sinon, les autres choses habituelles, c'est le choix de la brosse, la fréquence du brossage, la durée du brossage, le dentifrice qu'il faut adapter. Tout ça sont des éléments importants pour moi dans les protocoles. Docteur Pomperski, est-ce que vous voulez ajouter Je quelque ne sais chose? pas si je pourrais vraiment compléter la réponse du professeur Heikel. En tout cas, je le rejoins sur ces mises en place de fluoration et d'augmentation. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des solutions, des gels, en tout cas hautement concentrés en fluor. Mais je le rejoins là-dessus et j'aurais pas un protocole en fonction d'une déminéralisation. On a vu l'éventail de possibilités et de différents types d'abrasion, d'érosion, d'attrition, parfois combinés avec des étiologies différentes. Et je pense qu'il faut vraiment travailler individuellement sur chaque patient, essayer de comprendre sa méthode de brossage, alors oui, il faut passer du temps et on a ce problème en France. De la rémunération à l'acte qui n'est pas toujours facile pour traiter ce genre de situation. Mais en tout cas, si on veut traiter convenablement nos patients, je pense qu'il faut passer du temps avec eux en consultation, les écouter et leur apprendre aussi des choses, leur apprendre ce qu'on fait aujourd'hui et les guider vers des dentifrices qui contiennent les bonnes quantités de fluor et surtout éliminer ces dentifrices bio dont on parlait tout à l'heure, qui ne contiennent plus de fluorure, et revenir vers des choses où on a aussi aujourd'hui des dentifrices qui sont plus orientés vers la reminéralisation et les orienter vers ces solutions-là. On a aussi des bains de bouche qui sont associés, qui permettent d'augmenter la quantité de fluor, mais pas de protocole strict, si vous voulez. C'est vraiment adapté aux patients, pour ma part. Oui, j'irai dans le même sens. Je crois qu'on a parlé beaucoup de fluor, mais il y a actuellement des travaux récents sur des dentifrices comme le Regenerate, etc. Même si le terme n'est pas adapté de régénération, il est montré dans la littérature qu'il crée des clusters de minéralisation. Donc cet apport de silicate de calcium joue un rôle important. Pendant longtemps, on l'a rejeté parce qu'on n'avait pas de preuves. Aujourd'hui, on sait qu'il y a le fluor, mais qu'il y a d'autres éléments à partir du moment où c'est calcium phosphate fluor, c'est-à-dire ce qui quitte la dent quand il y a des acides, quand il y a une déminéralisation. Eh ben l'inverse est vrai. Si on apporte ces éléments, on inverse, on va dans l'autre sens pour enrichir la dent au lieu de l'appauvrir. Très bien, je vous propose que ce soit le mot de la fin, puisqu'il n'y a plus de nouvelles questions. Il est près de 21 h, donc on a
Vous avez largement fait le tour de cette question et je vous en remercie. Merci, professeur Heikel. Merci, docteur Pomperski. Et merci, Merci à beaucoup. vous. Merci à tout l'équipe le- technique. Hein. Merci à Oui. leur patience. Hein. Merci beaucoup. Merci à Marin. Mais merci à tous. C'est un plaisir. Tu passeras le Et bonjour à merci. Gilles. À Gilles, peut-être Entendu, qu'il est en direct. entendu. Toutes mes Il amitiés. était là. Et- Il était là. Ah bah c'est formidable. C'est formidable. Au plaisir de Merci vous à tous ceux qui retrouver. nous ont suivis. Merci à Jusqu'à tous. 7 heures.